Passez une belle soirée, à demain. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 3 Alpes. Il est 19h. Au sommaire de ce journal, des portes grandes ouvertes dans les fermes de notre région, toutes prêtes à accueillir des visiteurs curieux de découvrir d'un peu plus près toutes les facettes du métier d'agriculteur, de déguster aussi leurs produits de qualité. Illustration à Saint-Alban-d'Urtière en Savoie dans ce journal. Après le plaisir des papilles, le plaisir des yeux posés sur les carrosseries et les calandres d'un autre temps. Vous les avez peut-être aperçus ce matin au détour d'une rue. En Isère, près de 400 véhicules de collection ont paradé du Fontanil-Cornillon jusque dans la capitale des Alpes. Et puis il n'y a pas que les voitures dans la ville, il y a le sport aussi, comme chaque dimanche soir, suivi et résumé par Frédéric Lefrançois. Un mot du programme, Frédéric. Au programme ce soir, nous nous intéresserons aux hockeyeurs alpins avec un tour complet des résultats de la deuxième journée de Ligue Magnus. Nous prendrons des nouvelles également de Loris Baz, notre pilote moto au Savoyard. Et puis ce soir, le dossier sport nous emmènera sur le plateau mathésin du côté de Suville. C'est là que Chuck Nguyen enseigne le taekwondo, un art martial coréen. Et notre homme, vous le verrez, est champion d'Europe de Tulle, autrement dit les katas façon taekwondo. On découvre tout ça tout à l'heure, mais c'est un petit tour à la ferme que je vous propose tout d'abord pour démarrer ce journal ce week-end. Plusieurs d'entre elles ont ouvert leurs portes aux visiteurs curieux de découvrir d'un peu plus près toutes les facettes du métier d'agriculteur. Illustration en Savoie à Saint-Alban-d'Urtière avec ce reportage de Renaud Gardette et Frédéric Pasquette. Les petits canetons ou les volailles, généralement, si on est trop brusque, ils s'agglutinent et puis peuvent s'étouffer. À pas de velours, cette famille part à la découverte des petits canetons. Ils ont quelques semaines à peine et sont facilement effrayés. Une belle rencontre pour ces enfants. Oh, il a pas d'aile. Il est un peu mouillé là. Bah oui, c'est normal. Les journées de l'automne fermier sont toujours l'occasion de faire découvrir à ces enfants les vrais animaux. Oh, maman, il est beau celui-là là. J'ai pas envie que si on leur demande de dessiner un poulet, qu'ils dessinent un poulet sous cellophane. Vous voyez, je préfère qu'ils dessinent une poule vivante. Donc voilà, il n'y a pas mieux pour les voir, les poules vivantes, que de venir dans une ferme. Dans cet élevage de poulets et de pintades, on ne fait pas que de la viande, il y a aussi du cassis, des mûres, des groseilles et surtout un gros succès, des framboises sur 200 mètres de long. 4 variétés sont cultivées sans aucun ajout de produits chimiques. Tout cassé. Que du naturel et du très bon, parole de gourmand. Elles sont goûtues encore, oui. C'est important de bien connaître les producteurs et savoir un peu comment c'est fait. C'est important, oui. Ça change un peu des produits plus standardisés de grande surface? Ah bah ça n'a rien à voir. Au niveau du goût, ça n'a rien à voir, oui. Petite devinette, quel est le lien entre la volaille et les fruits rouges? La réponse, c'est plusieurs recettes, comme le poulet aux myrtilles ou le canard au cassis. Des idées que l'on retrouve à la table de l'auberge. Dans les assiettes, uniquement les produits de la ferme. C'est du circuit très court. Ouvrir les portes au public est tout naturel pour ce couple d'agriculteurs originaires du sud-ouest. Ça fait partie des bons côtés, en fait. Voilà. Faut pas être restaurateur et rester que derrière ses casseroles. À un moment, il faut partager, quoi. Voilà. On le fait aussi bien quand les gens sont à table que là, aujourd'hui, on peut le faire dehors. Pour cette 25e édition, entre la Savoie et la Haute-Savoie, une quinzaine de fermes ont ouvert leurs portes. Éducation à présent et la décision intervient 6 mois après le scandale de Villefontaine en Isère. Celle de passer au crible le parcours des fonctionnaires travaillant auprès des enfants, et cela dès le début 2016. Le directeur de l'école iséroise avait en effet déjà été condamné pour téléchargement d'images pédopornographiques sans que l'éducation nationale en soit informée. Le point avec Anne-Charlotte Inet et José Blanc-Lapierre. Passer au crible le parcours des fonctionnaires travaillant auprès des enfants. Leur casier judiciaire, leur condamnation, la justice va systématiquement transmettre toutes ces informations à l'éducation nationale, par l'intermédiaire, selon la ministre, de référents. Il y aura donc des représentants de chacune de nos institutions pour traiter de ces questions et pour s'assurer de la fluidité de la circulation de l'information et bien entendu du respect de la loi. Le principe détaillé dans cette circulaire. Le nom de tous les agents publics en contact avec des enfants sera fourni à la justice par les rectorats. Si leur casier judiciaire n'est pas vierge, des alertes électroniques seront transmises d'une administration à l'autre. Ces alertes prendront la forme de ces avis d'information fournis par les tribunaux,
Condamnation passée, procédure pénale en cours, nature des faits reprochés, tout y sera consigné et transmis aux différentes académies. Au total, 900 000 agents publics pourraient être concernés. Une mesure bien acceptée par les enseignants à condition que le décret pose certaines limites. Pour nous, il est important en fait qu'il borne bien ce qui sera examiné par la justice, à savoir toutes les peines qui relèvent en fait de la protection de l'enfance, agression sexuelle, détention d'images pornographiques, et qu'on n'aille pas au-delà, bien évidemment, pour que ça ne soit pas le grand déballage de la vie privée. Un décret 6 mois après l'affaire de Villefontaine. Accusé d'attouchement, le directeur de cette école primaire de l'Isère avait déjà été condamné pour téléchargement d'images pédopornographiques sans que l'éducation nationale n'en ait été informée. À l'époque, les parents des élèves concernés se disaient outrés. Le mec, il a pris 6 mois de sursis, une mise à l'épreuve et une obligation de soins. Le mec, on l'a laissé dans l'éducation nationale. On l'a laissé dans le corps enseignant, on l'a laissé. Vous avez vu ça où ? C'est précisément ce genre de raté dans la transmission des informations que le gouvernement veut désormais éviter. Dans l'actualité, il y a aussi le refus massif des communes savoyardes d'adhérer à la charte du parc national de la Vanoise. 27 sur les 29 concernés. Une charte qui devait les engager pour un partenariat de 15 ans avec le parc et à laquelle elles ont dit non. Si ce rejet n'est pas une surprise pour ce territoire qui rassemble quelques-unes des plus grandes stations de ski du monde, stations qui ont longtemps reproché au parc d'entraver leur développement, son ampleur est inattendue. L'article complet est à consulter, vous le voyez, sur notre site internet alpes.france3.fr. Vous êtes nombreux en cette fin septembre à avoir participé aux Virades de l'Espoir pour vaincre la mucoviscidose. Celles organisées dans le Vercors sont parmi les premières de France, fondées il y a presque 30 ans, car le plateau reste un lieu privilégié pour les jeunes malades, pour sa qualité de l'air, mais aussi pour la pratique des sports. Reportage de Céline Aubert-Aigret et Yves-Marie Glot. 3, 2, 1, trouver le souffle qui leur manque, nettoyer ces poumons qui font souffrir. On le sait aujourd'hui, le sport est un remède pour les personnes qui souffrent de la mucoviscidose. Mais il y a encore 15 ans, les médecins pensaient tout l'inverse. Didier Bory n'a pas seulement créé les Virades du Vercors, ce guide a aussi poussé son fils à pratiquer l'alpinisme, malgré la maladie. Compte tenu de la façon dont ça s'est passé pour sa maladie, ce qu'il a fait, cette hygiène de vie, vraiment lui a permis d'une part de vivre normalement, mais aussi d'être valorisé parce qu'il pouvait faire des sommets, il pouvait faire même des choses que beaucoup d'enfants de son âge ne faisaient pas. Donc c'est valorisant aussi. Sur le plateau, les enfants malades trouvent un environnement idéal, une vie dédiée au sport, le ski, le biathlon, l'escalade. Certains sont des athlètes. Chloé a remporté un titre de champion du monde avec le club de danse sur glace de Villars. Elle pratique aussi la flûte et le chant, des passions qui lui permettent de ventiler ses bronches. C'est une enfant à part, effectivement, parce qu'elle est déjà atteinte de cette maladie et que malgré tout, elle sourit tous les jours, elle est heureuse tous les jours. Et je pense qu'elle est heureuse parce que grâce à ce qu'on a pu faire ici, le sport, l'air sain, le chant, elle trouve toujours quelque chose qui lui permet de reprendre un petit peu de courage et puis de se donner à fond. Les Virades du Vercors ont été parmi les premières de France, presque 30 ans d'existence. Et pourtant, même sur le plateau, il n'est pas toujours facile d'assumer la maladie, faire comprendre qu'elle n'est pas contagieuse et que ces jeunes malades veulent être comme les autres. Je pense que d'un côté, ça donne de la force et on voit la vie comme une chance, une vraie grande chance, quoi. Chaque année, les Virades de l'Espoir permettent de recueillir près de 30 000 €, une somme dédiée à la recherche pour combattre cette maladie dont on ne guérit pas. Tous les 3 jours en France, un enfant né avec la mucoviscidose. C'est avec plaisir que nous allons parler sport maintenant. Plaisir parce que pour cela, Frédéric Lefrançois nous a rejoint sur le plateau du Journal des Alpes. Bonsoir Frédéric. On commence dans le froid des patinoires. Le froid des patinoires, oui. Quelques nouvelles des hockeyeurs qui ont repris le boulot la semaine dernière, autrement dit le championnat. Ça avait mal commencé pour les Grenoblois, battus par Strasbourg. Mais les Grenoblois en déplacement hier sur la glace d'Amiens ont remis les pendules à l'heure. La preuve avec ce reportage signé Jordan Guéant. Merci. 2 buts au bout d'1 minute 30 de jeu. À Dijon, Grenoble devait se ressaisir après 3 défaites. Une opération réussie, tellement réussie que les Bourguignons ne sont pas prêts d'oublier cette soirée. 3-0 à la fin du premier tiers, 5-0 en milieu de partie. N'en jetez plus, la messe était dite et les Isérois rassurés.
Deuxième période, on a poussé aussi, on a marqué d'autres buts. Puis, écoute, 6-1, ça fait du bien. Ça se fait du bien offensivement de marquer les buts, puis défensivement aussi de bien tenir le match jusqu'à la fin. Dans ce match à sens unique, il a fallu attendre la toute fin du deuxième tiers pour voir les locaux se réveiller. 5-1, à peine de quoi respirer. Première période, ils ont été plus agressifs que nous. Ils sont sortis beaucoup plus forts, meilleurs dans les duels, plus vite. Donc bon, ça a donné un peu le ton pour la suite. À partir du moment où tu tires de l'arrière, c'est compliqué. Car en dernière période, les Grenoblois sans pitié crucifient leurs adversaires. Jonathan Harty signe la 6e réalisation iséroise. 6-1 score final. Pour les brûleurs de loup, reste à confirmer samedi à la maison face à Amiens. Et vous l'aurez corrigé de vous-même, c'était pas à Amiens, mais c'était bien à Dijon que les Grenoblois se sont imposés. Pour être complet sur cette deuxième journée de Ligue Magnus, on jette un regard sur le reste des résultats pour s'apercevoir que Chamonix et Morzine-Avoria, les G ont chuté à l'occasion de ce déplacement. Les Chamois à Rouen sur le score de 5-3. Les Pingouins 5-4 à Brest. Et prochaine journée, samedi prochain, nos 3 clubs joueront à domicile. Et puis, il n'y a pas que l'élite dans le hockey, Frédéric, il y a les petits clubs aussi. Oui, nous allons quitter pour une fois les patinoires de la Ligue Magnus pour aller vers celle d'Annecy. C'est là-bas que jouent les Chevaliers du Lac, des Chevaliers qui jouent en D2 et qui n'ont qu'une seule envie, remonter en D1. Un espoir qui revient alors que le club a vraiment failli disparaître de la scène et des patinoires. Reportage, encore une fois, Jordan Guéant. Soir de fête à Annecy, l'équipe première escortée par toutes les jeunes recrues. Une image symbolique pour les Chevaliers du Lac. Après des années de galère, de soucis financiers, l'heure est à la reconquête. On a une dette qui représente à peu près 10% de notre budget actuellement, alors qu'on était à plus de 100% il y a 2 ans et demi. Donc voilà, on a assaini le club, on a essayé de le structurer et de le développer en parallèle, puisqu'on a fait les classes à horaires aménagés, le sport-études, et on a créé de nombreuses équipes supplémentaires. Restructuré, le club revit désormais. 280 licenciés cette année, c'est 80 de plus qu'il y a 2 ans. Les Chevaliers ont même dû refuser du monde. On a essayé depuis l'année dernière de créer une nouvelle équipe D3, créée avec d'anciens joueurs et des jeunes. On a aussi une loisir, parce que ça faisait 2-3 ans qu'on mettait un petit peu un stage loisir et que ça prenait bien. De quoi redonner de l'élan à l'équipe première en 3e division. Les Chevaliers veulent briller. Objectif cette année, les demi-finales minimum, avant une montée en D1 d'ici 2 ans. Tout le monde a le même objectif, c'est de faire grandir ce club au maximum de ses capacités. On n'a pas l'ambition d'être un joueur en Magnus, mais on a l'ambition d'être un club de D1 qui se comporte bien en tout cas. À l'ombre de Chamonix et Morzine, les gros voisins de la Ligue Magnus, Annecy veut donc trouver sa place. Et comme un bon présage, les Chevaliers l'ont emporté 4-3 ce week-end face à Meudon. Et maintenant, Frédéric, arts martiaux et plus précisément taekwondo. Et pour vous parler de taekwondo, nous avons décidé de faire le portrait de Chuck Nguyen, 30 ans et champion d'Europe dans une spécialité, un exercice très particulier des arts martiaux. En général, on appelle ça les katas, sauf que là, dans le taekwondo, on appelle ça les teuls ou les formes. Et c'est dans ce domaine très particulier donc, que Chuck Nguyen excelle. Nous l'avons rencontré à Suville, sur le plateau mathésin. À Suville, le mercredi soir, il y a comme un parfum de Corée qui flotte dans l'air. On compte en coréen. On donne des consignes en coréen. Normal, le mercredi soir à Suville, c'est le plus coréen des arts martiaux qui prend le pouvoir. Et ensuite, Toul. Le mercredi soir à Suville, c'est taekwondo. T, ça veut dire donner des coups de pied, frapper, écraser avec le pied. Cône, c'est le poing, donc tout ce qui est écrasé, cassé avec le poing. Et Do, c'est la voix de l'art martial. Voilà pour la définition. Mais côté pratique, ici, on est branché taekwondo ITF. Autrement dit, celui que vous ne verrez pas au JO. Ce taekwondo-là est plus traditionnel. Avec une partie combat, sans plastron ni casque, un combat où les coups de pied et les coups de poing peuvent être portés. Et puis, il y a l'équivalent des katas. Et au pays du taekwondo ITF, on les appelle teul ou formes. C'est un enchaînement de techniques attaque-défense contre un ou plusieurs adversaires imaginaires. Et le principe, c'est que chaque forme démarre et doit revenir à la même place.
Donc c'est vraiment un travail technique, de coordination, d'équilibre, de puissance, de précision, comme vous pouvez le voir. Voilà, bon, en tout cas on essaye. Je vous laisse reprendre parce qu'ils sont figés. Mais c'est bien, ça leur fait du bien. Alors il faut savoir le diagramme, donc dans quel sens on fait les gestes, savoir à quoi elles servent. C'est comme ça qu'on arrive à mieux les réaliser et à les réaliser de la meilleure façon pour qu'elles soient vraiment efficaces. Quand on fait un tulle, c'est justement pour après pouvoir se défendre, pouvoir faire des combats, pouvoir faire de la self-défense. Voilà, ça englobe tout ça. Ceinture noire, première dan, Laetitia se perfectionne pour gagner un grade. Elle est à bonne école. Son professeur est juste champion d'Europe de la spécialité. Un titre qu'il a acquis en Italie en mai 2015. Donc on est jugé sur différents critères, l'équilibre, la puissance, la précision, le fait qu'on fasse les bons mouvements, qu'on fasse pas d'autres mouvements. Voilà, donc c'est un ensemble sur le rythme, le souffle, toutes les composantes qui composent en fait le mouvement parfait de taekwondo. Après son titre européen, Chuck Nguyen a terminé 3e de sa catégorie lors des mondiaux organisés fin août en Bulgarie. Qu'on se le dise, à Suville le mercredi soir, le taekwondo est entre de bonnes mains. Voilà, et puis après le taekwondo, Frédéric, vous nous emmenez faire un petit tour à moto. Oui, je vous emmène pour un Grand Prix façon ibérique. C'était le 14e Grand Prix de la saison, couru aujourd'hui. Quelques nouvelles de Loris Baz qui n'a pas vraiment brillé, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le tracé du Grand Prix d'Aragon. Le Haut-Savoyard a terminé 17e, loin de sa dernière performance qu'il avait vu terminer au pied du podium il y a 2 semaines en Italie. En tout cas, une chose est sûre, Loris Baz terminera la saison l'esprit tranquille puisqu'il est assuré de participer à nouveau à la compétition en 2016. Et toujours dans la catégorie reine, il a trouvé un accord avec le team Avintia Racing. Et puis le meilleur, la crème de la toile. Rien ne vous a échappé encore une fois cette semaine, Frédéric, c'est la revue du web. C'est la revue du web qui va nous emmener pour commencer à La Plagne, à 2700 mètres d'altitude, pour une version du vélo qui n'appartient, eh bien, on dira qu'aux freeriders et à ceux qui aiment un petit peu se faire peur. Il y aura également le clin d'œil normal à la Coupe du Monde de rugby. Le reste à découvrir et c'est maintenant. On attaque avec du VTT, ambiance classique. Belles montagnes et grands espaces. Avec au guidon Kini Belay, spécialiste belge du trial. Ça roule, ça crapahute, on a presque envie de dire rien de bien nouveau. Sauf que, au bout d'un moment, ça se complique salement, puisqu'il s'agit de s'envoyer une vingtaine de mètres au-dessus du vide, et tout ça en roulant sur une slackline. Certains en rêvaient, ben lui il l'a fait. Et nous voici suspendus à des parapentes en vadrouille dans les cieux européens. Italie, France, Suisse, c'est un vrai road trip aérien. En solo, duo ou trio et dans tous les styles, du vol grand frisson au ras des parois jusqu'au passage en rase-mode sur les flots, on en prend plein les yeux. Dans la famille, et toi, qu'est-ce que tu fais avec un ballon de rugby? En voici 2 ou 3 qui font des trucs rares. Ou plutôt, d'une rare précision. En tout cas, voilà comment on s'entraîne en Nouvelle-Zélande du côté d'Auckland. Passe laser à la main façon sniper, et Chistera en aveugle avec le même résultat à la sortie. La même chose au pied, et 1 et 2 et 3 dans le saut. Enfin, la preuve que, dans l'hémisphère sud, avoir des yeux derrière la tête n'est pas une expression. Et on se quitte avec le teaser du High Five Festival d'Annecy, un teaser librement inspiré de la dernière vidéo de Candide Tovex et de la Cité de la Peur pour les dialogues.
Sinon, le festival du ski, ça commence vendredi 2 octobre avec son lot de films, d'animations, de séances de dédicaces, sans oublier quelques soirées. De quoi lancer la saison comme il faut. On n'arrête pas de vous le dire, winter is coming. Voilà, fin de la connexion. Bonne semaine sur vos claviers et à plus tard. Et comme toutes les semaines, on se quitte avec l'affiche. Et l'affiche, c'est un match de handball, une affiche incontournable parce que ça reste l'un des matchs phares du championnat de France de D1 masculine. Jeudi 1er octobre, Chambéry accueillera au phare sur son parquet l'équipe de Montpellier pour un match phare. Donc les Savoyards restent sur une belle victoire face à Nantes. Alors pourquoi pas un bis repetita? Eh ben, merci Fred, le rendez-vous est noté. On vous retrouve dimanche prochain. Très bonne semaine à vous. Et vous les avez peut-être aperçus ce matin au détour d'une rue en Isère. Près de 400 véhicules de collection ont paradé du Fontanil-Cornillon jusque dans la capitale des Alpes. Et cela pour la 3e traversée de Grenoble. D'une carrosserie à l'autre, l'occasion d'un joli voyage dans le temps et les souvenirs pour les passionnés ou pour ceux qui passaient par là tout simplement. Voyage que Céline Serrano, Dominique Semet et Frédéric Catelin ont effectué dans un authentique taxi de la Marne. Regardez. Le pot de yaourt de la vieille tante Astrid, la Porsche de James Dean ou la guimbarde de Gaston Lagaffe, elle réveille forcément des souvenirs, ces belles voitures. Souvenirs de personnages ou d'événements historiques. Cette Renault type AG de 1908 est un des vénérables taxis de la Marne. 600 taxis avaient été réquisitionnés le 6 septembre 1914 pour amener les troupes au front parce que les Allemands approchaient de la capitale. Donc ça a permis de stopper l'avancée allemande et préserver Paris. Simple, fiable, solide, élégante. Rien à voir avec les engins en plastique tout électronique qui nous transportent aujourd'hui. Ce sont des voitures qui finalement se conservent mieux que les voitures actuelles puisque vous avez des métaux nobles, du cuivre, du cuir, du bois. Hein. Donc ça ne demande pas trop d'entretien. Quand vous crevez, vous démontez la roue et vous l'agrafez à côté de l'autre qui est crevé. On titille le carburateur. Et elle démarre au quart de tour, littéralement. Garagiste de son état, Jean-Claude Bouffard a commencé par naître dans le garage Renault de ses parents. Aujourd'hui, des petits bijoux comme celui-là, il en a plusieurs. Combien, il ne nous le dira pas. Et ce que lui coûte sa passion, il ne nous le dira pas non plus. Parler d'argent dans ce milieu-là, ça ne se fait pas. Ça serait indécent. Et puis avant de refermer ce journal, je vous propose de revoir ces images, celles des portes grandes ouvertes dans les fermes de notre région ce week-end, toutes prêtes à accueillir les visiteurs curieux de découvrir d'un peu plus près toutes les facettes du métier d'agriculteur et puis de déguster aussi leurs produits de qualité. C'était le cas, comme ici sur ces images, à Saint-Alban-d'Urtière en Savoie. C'est la fin de ce journal des Alpes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet alpes.france3.fr, sur vos tablettes et smartphones, aussi avec notre application France 3 Régions. Demain midi, c'est Daniel Despin que vous retrouvez pour un nouveau point sur l'information.